Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment la polyploïdisation peut être responsable d'une diversification du vivant. Alors, ça veut dire quoi ce vilain mot? Poly, plusieurs. Plusieurs quoi? Ploïde, diploïde, haploïde, ça vous dit quelque chose dans la vie en génétique? C'est le nombre de chromosomes différents qui existent. Ation, c'est-à-dire qu'il y a une action. Donc on a une action qui fait qu'on va augmenter le nombre de sortes de chromosomes qu'on possède. On va donc avoir ici un phénomène de multiplication du nombre d'exemplaires de chaque sorte de chromosome qui existe. Et cette multiplication d'exemplaires de chromosomes va être à l'origine d'une diversification du vivant. Allez, on va voir ça de plus près. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc vous venez de comprendre que polyploïdisation, c'est un phénomène qui va multiplier le nombre de chromosomes de chaque sorte qui existe. On va parler d'haploïde quand on a un seul exemplaire de chaque sorte de chromosome, diploïde quand on a 2 exemplaires, donc on a 2 jeux de chromosomes, triploïde quand on a 3 jeux, tétraploïde quand on a 4 jeux, etc., etc. Pour ceux qui n'ont pas bien saisi, si j'ai 3 sortes de chromosomes et qu'ils existent chacun en un seul exemplaire, je suis haploïde. Si je possède 3 sortes de chromosomes et qu'ils existent chacun en 2 exemplaires, je suis diploïde. Si je possède 3 sortes de chromosomes et qu'ils existent chacun en 3 exemplaires, je suis triploïde. Et si je possède 3 sortes de chromosomes qui existent chacun en 4 exemplaires, je suis tétraploïde, etc., etc. Ce phénomène de polyploïdisation, il est très courant chez les végétaux. 70% des végétaux possèdent un épisode de polyploïdisation dans leur histoire. Maintenant, on a 2 sortes de polyploïdisation. Ah, je vais certainement fourcher dans ma vidéo parce que c'est dur à dire. Alors, on a soit l'auto-polyploïdisation, c'est-à-dire que finalement, on provoque une polyploïdisation que chez soi. Ou alors, on a une allopolyploïdisation. Ça veut dire que là, il y a intervention d'un autre individu. Alors, on va trouver chez les plantes, par exemple les pommes de terre, la banane, la cacahuète. Donc, c'est un épisode de polyploïdisation. Alors que chez le tabac, coton, blé tendre, fraise, canne à sucre, on a eu finalement des hybridations puisqu'on a un intervenant extérieur, allo veut dire extérieur, qui a permis donc l'augmentation du nombre de chromosomes. Allez, on va essayer de voir ça de plus près. Nous allons travailler sur un premier exemple de plante qui s'appelle la spartine. Donc la spartine pousse dans le sable à proximité de la mer. Nous avons ici sur cette photographie 2 sortes de spartine. Alors nous en avons une plutôt verte claire ici. Elle s'appelle Spartina anglica. Et nous avons à droite Spartina maritima. Nous avons donc ici 2 espèces. Et en fait, l'espèce de gauche, Spartina anglica, a été obtenue après hybridation puis polyploïdisation à partir de son espèce mère, Spartina maritima. Et il se trouve que cette espèce anglica est beaucoup plus résistante que son espèce mère, comme souvent c'est le cas chez les espèces polyploïdes. On va essayer de comprendre comment a eu lieu le phénomène. L'analyse génétique nous montre qu'il y a eu un croisement, une hybridation entre Spartina maritima, qui est diploïde, et Spartina alterniflora, qui elle aussi est diploïde. Nous avons donc eu une hybridation. Ça a donné une espèce Spartina towsendi, mais qui est stérile, même si elle est à 2 N. Ça veut dire qu'on a une incompatibilité de chromosomes. Si les chromosomes étaient compatibles, elle ne serait pas stérile. Alors, cette espèce, là même si elle est stérile, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas produire de cellules reproductrices, est quand même capable de se multiplier de manière végétative en faisant des stolons par les racines, etc. C'est pour ça qu'elle existe, d'accord? Mais il se trouve que chez cette espèce, on a eu un épisode de polyploïdisation. Donc on a multiplié le nombre de chaque sorte de chromosomes. Et ça a permis de donner une espèce à 4 N. Essayons de comprendre comment. Alors, comment fonctionne l'allopolyploïdisation? Donc, allo, on a dit que ça veut dire qu'il y a intervention d'un élément différent, étranger. Ça veut dire qu'on a hybridation de 2 espèces différentes. Prenons donc une espèce A à 2 N égale 6 et une espèce B à 2 N égale 4. Ici, on a donc 2 sortes de chromosomes et là, 3 sortes de chromosomes. Ces espèces vont tout naturellement faire leur méiose pour fabriquer des gamètes. On a donc ici un gamète à N égale 3 et un gamète à N égale 2. En supposant qu'il y ait fécondation, on va donc obtenir un hybride A fois B avec 1, 2,
3 chromosomes rouges et 2 chromosomes bleus. En supposant que cet hybride soit viable, il va se développer. Mais voilà, on va avoir un problème. On n'a pas de chromosomes homologues. Ce qui veut dire que la méiose et la reproduction sont impossibles. Cet individu est stérile. Il ne pourra se multiplier que par multiplication végétative. Mais voilà, en supposant que cet individu, un jour, dans une de ses fleurs, il a une de ses cellules germinales qui va essayer donc de faire une méiose, mais qui va faire une méiose anormale. Cette cellule germinale, elle a N égale 5. Pourquoi N? Parce qu'elle a 5 sortes de chromosomes qui existent chacun en un seul exemplaire. Donc on a un N égale 5. Et si elle fait sa méiose anormale, alors c'est quoi une méiose anormale? Eh bien, elle va commencer à vouloir se diviser. Et comme toute cellule qui se divise, elle va doubler ses chromosomes. Sauf que la méiose ne va pas se terminer. On va donc avoir un doublement des chromosomes, mais une non-séparation, une non-division de la cellule en deux. On va donc au final avoir une cellule germinale qui va rester avec ses chromosomes doubles. Et comme les chromatides sœurs se sont séparées, on se retrouve au final à avoir une cellule qui possède 2 exemplaires de chaque sorte de chromosome. On est donc à 2n égale 10. Nous sommes toujours dans une cellule germinale, c'est-à-dire une cellule à l'origine des gamètes. Et lors d'une deuxième tentative de méiose, qui cette fois pourra être normale, puisqu'on a des paires de chromosomes, on va pouvoir fabriquer un gamète à n égale 5. On va donc avoir, par autofécondation, un individu qui va posséder, donc n égale 5 plus n égale 5, 2n égale 10. Notre individu à 2n égale 10, il est diploïde. On a donc obtenu une nouvelle espèce à 2n égale 10 en partant d'une espèce A à 2n égale 6 et d'une espèce B à 2n égale 4. Et ça a été possible uniquement par un processus de polyploïdisation. Ainsi, la polyploïdisation, finalement, elle passe forcément par une méiose anormale qui va permettre donc de doubler les chromosomes, mais sans les séparer. On récapitule l'allopolyploïdisation. On part de 2 espèces au nombre de chromosomes différents. Chacune fabrique normalement ses gamètes. Elles s'hybrident. On va donc avoir un hybride à n égale, ici 5. On a donc ici un individu qui ne possède pas de chromosomes homologues. Ça n'empêche pas que cet individu essaye de se multiplier de manière sexuée. Et si un jour, dans une des cellules germinales, il y a une méiose anormale, on va avoir un doublement des chromosomes simples. On va donc finir par avoir, par séparation des chromatides sœurs, des chromosomes doubles qui apparaissent dans la cellule germinale. Et si cette cellule germinale essaye de nouveau une méiose, elle pourra se dérouler, la méiose, car on est dans une cellule maintenant diploïde. On va donc avoir des gamètes à n égale 5, mais comme seul cet individu fabriquera ces gamètes-là, il faudra forcément qu'il y ait autofécondation, c'est-à-dire avec lui-même, son pollen va féconder ses ovules, et on va donc obtenir un individu à 2n égale 10. On a donc ici un individu d'espèce C, différent des 2 espèces de départ. Alors vous allez me dire, elle nous parle d'une plante, l'aspartine, qui a fait une allopolyploïdisation à mes souhaits. Mais finalement, est-ce que ça touche beaucoup de plantes qu'on connaît? Mais oui, le blé sans l'allopolyploïdisation, nous n'aurions pas le blé tendre et le blé dur. Alors, vous avez ici donc Triticum monococcum, le blé sauvage. Ici, nous avons une diploïdie à 2n égale 14. Nous avons un autre blé ici, Triticum turgidum, qui lui est un blé dur, cultivé. On s'aperçoit ici qu'il y a 2 jeux de chromosomes différents. Et sur Triticum aestivum, cette fois, nous avons 3 jeux de chromosomes différents. C'est ce qu'on appelle le blé tendre. Alors, le blé dur sert à faire les pâtes et le blé tendre sert à faire la farine pour faire le pain. Si on analyse bien le karyotype de ces blés, on va donc retrouver le A, c'est-à-dire le jeu de 7 chromosomes chez les 3 espèces. On va retrouver le jeu B chez Turgidum, chez Aestivum, on ne le retrouve pas chez Monococcum. Et on va trouver ici un jeu appelé le jeu D. Alors, l'histoire du blé est assez compliquée, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Nous avons ici une des reconstitutions de l'histoire du blé. Nous serions partis d'un blé diploïde sauvage, donc Triticum aurartum, à 14 chromosomes de type AA, qui se serait croisé avec un blé diploïde sauvage également, à 14 chromosomes et de type BB. On pense que ce serait Aegilops speltoides.
Alors, l'hybridation a forcément été suivie d'un doublement de chromosomes lors d'une méiose anormale, parce que forcément, on a AA, BB, donc si on fait les gamètes, on additionne A et B, c'est pas compatible, ça va pas aller. Mais si on a eu un épisode de polyploïdisation, à ce moment-là, on va se retrouver avec 28 chromosomes, AA, BB, c'est le blé sauvage, Triticum turgidum. Il se trouve que ce blé sauvage a été domestiqué par l'homme, et un jour, nous avons eu encore de nouveau une hybridation avec un autre Aegilops qui lui a apporté le génotype DD. Et ça s'est passé 9000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons ensuite eu donc, après cette hybridation, un doublement des chromosomes, donc une méiose anormale, qui a donné naissance au blé tendre à 42 chromosomes avec les jeux AA, BB, DD. Voilà pour l'histoire, en tout cas une des histoires supposées du blé. Parlons maintenant de l'autopolyploïdisation. Voici un exemple de plante polyploïde. Ce sont les fraises que vous connaissez bien. Alors la fraise sauvage est toute petite. Et puis les fraises qu'on trouve dans les barquettes pas chères, là, hop, elles sont géantes. Alors comment ça se fait? Tout simplement parce que nous les humains, nous avons provoqué une polyploïdisation grâce à l'action d'une molécule extraite de la colchique. Alors la colchique, c'est une plante herbacée. Et la molécule extraite, c'est la colchicine. Et la colchicine a pour particularité d'empêcher les cellules de se diviser. Par contre, ça n'empêche pas la multiplication de l'ADN. Donc, si nous, les humains, nous mettons de la colchicine sur une cellule qui s'apprête à se diviser, on va l'empêcher de se diviser, mais on ne va pas l'empêcher de doubler son matériel génétique. Résultat, on va avoir des cellules qui vont posséder 2 jeux, voire 3 jeux, 4 jeux, jusqu'à 7 jeux de chromosomes pour certaines fraises. Et forcément, si on a 7 fois plus de gènes, on a 7 fois plus d'ARN, on a 7 fois plus de protéines, donc on va grossir 7 fois plus, on active 7 fois plus, on est 7 fois plus gros. Bah oui, voilà, beaucoup plus gros. Vous avez déjà vu les fraises géantes, là, comme ça, là. Et ben voilà, c'est ça. Parce qu'on a mis de la colchicine. On les a un petit peu manipulés. Mais bon, on n'a pas modifié leurs gènes. On a juste forcé la multiplication du nombre de gènes. Oui, mais alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la reproduction et la méiose. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont réellement autopolyploïdes? Oui, il y en a. La banane, par exemple. Donc vous avez la petite banane, elle, qui possède des graines. Et la banane polyploïde, donc elle est autopolyploïde, elle ne possède pas de graines. Elle est beaucoup plus grosse. C'est celle que vous trouvez dans les supermarchés. Alors, comment fonctionne l'autopolyploïdisation? Réalisons un schéma. On part d'un individu qui est à 2n égale 4. Nous sommes ici dans une cellule germinale qui va donc devoir se diviser, faire la méiose pour fabriquer des gamètes. Comme toute cellule qui essaye de se diviser, elle va d'abord doubler ses chromosomes, mais dans cette méiose anormale, il ne va pas y avoir de cytodirèse, c'est-à-dire de séparation de la cellule en deux. Par contre, les chromatides sœurs vont finir par se séparer. On va donc avoir des chromosomes doubles. Suite à ce premier essai de méiose avortée, la cellule germinale n'en reste pas là. Elle va de nouveau essayer de se diviser. Mais voilà, si elle essaye de se diviser, ça veut dire qu'elle va de nouveau multiplier son matériel génétique. On va donc avoir des paires de chromosomes doubles. Et si on a des paires de chromosomes doubles, nous allons donc pouvoir faire une méiose normale. Et je vous rappelle qu'en première division, on sépare les paires. Donc on va déjà séparer celle-là. On met un chromosome bleu ici, un chromosome bleu là. Il se trouve que la deuxième paire, c'est aussi un bleu. Donc on va mettre un bleu là et puis un bleu là. On sépare les rouges. Hop, on sépare un rouge là, un rouge là. Hop, on sépare la deuxième paire rouge là, deuxième paire rouge là. Je fais maintenant ma deuxième division. Et cette fois, je casse mes chromosomes doubles et je sépare les chromatides sœurs. Je vais donc obtenir 4 gamètes. Avec, hop, je casse ici, je mets un bâton là, l'autre bâton là, celui-là je le casse, un ici, celui-là je le casse, un là, celui-là je le casse, un là, un là. Je fais pareil à côté. On a la même chose pour la deuxième cellule, on a cassé chaque chromosome double, on a séparé les chromatides, donc celui-là, un bâton là, celui-là, un là, celui-là, un là, celui-là, un là, ok? Bon, et ben voilà, maintenant nous sommes dans une plante qui fabrique du pollen et des ovules car ces fleurs possèdent les 2 appareils reproducteurs. Il suffit donc qu'il y ait une autofécondation et voilà donc on réunit des chromosomes. Alors ce bleu là avec ce bleu là, hop, celui-là avec celui-là, hop, ce rouge avec ce rouge, hop une paire, ce rouge avec ce rouge, hop une paire. J'ai donc une cellule à 4n égale 8. Pourquoi 4n? Parce que pour le chromosome bleu j'ai 4 exemplaires, pour le chromosome rouge j'ai 4 exemplaires.
D'accord? Et comme j'ai 2 sortes de chromosomes, ça me fait 4n égale 8. Alors maintenant, supposons que lors d'une méiose supplémentaire, donc nous avons ici un nouvel individu, hein, c'est une graine. Ça provient de la fécondation, une autofécondation. Donc là, j'ai une graine qui va donner une plante. Et cette plante, elle va avoir des cellules germinales qui vont elles aussi faire une méiose. Et à ce moment-là, on va avoir 4 gamètes différents. Et chaque gamète va contenir un bleu, un rouge, un rouge. Et si je fais une autofécondation encore, je vais obtenir de bleu, de rouge. Et là, on va avoir un individu à 2n égale 8. Vous allez me dire pourquoi là, c'est la même chose, elle a mis 4n égale 8 et là, c'est 2n égale 8. Tout simplement, réfléchissez. On a vu dans les vidéos sur la génétique, qu'à chaque fois qu'une cellule multipliait son matériel génétique, il pouvait y avoir des mutations, il pouvait y avoir des crossing over, et donc au fur et à mesure de génération en génération qui vont pratiquer l'autofécondation, on va voir apparaître entre les paires de chromosomes bleus des différences dues à des mutations, des crossing over. Donc progressivement, ce qui était finalement 4 exemplaires du même chromosome vont se transformer en 2 paires de chromosomes légèrement différents. Et donc, on va avoir au final 4 sortes de chromosomes différents en 2 exemplaires chacun, d'où le 2n égale 8.